Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Il va se présenter. J'ai découvert sur TikTok parce qu'il parle de mindset, il parle de spiritualité. Évidemment, c'est des sujets qui me passionnent, vous le savez. Donc, on va parler évidemment de tout ça, de son parcours, de qui il est. Et cet épisode est un peu particulier parce que on va parler d'un sujet un peu plus spécial dont on a déjà un peu abordé dans le dernier épisode. On va vraiment approfondir. On va parler de qu'est-ce que c'est être un homme, qu'est-ce que c'est la masculinité, potentiellement d'énergie masculine et féminine. Pour voilà, aborder un peu tout ça, sachant qu'on entend évidemment beaucoup parler de masculinité toxique. Est-ce qu'on considère vraiment que c'est toxique ou pas? On va aborder tout ça dans cet épisode. Et je vais te laisser la parole, Guillaume. OK, enchanté Marius, enchanté, les auditeurs, les belles âmes d'auditeurs qui vont nous écouter, qui vont partager ce moment avec nous. Merci beaucoup déjà premièrement de m'accueillir sur ce podcast. C'est vrai que, je suis quelqu'un où, premièrement quand tu m'as contacté, je me suis dit: «Est-ce que je vaux vraiment le coup pour parler de ça?» Puis au final avec une petite introspection comme je t'ai dit, j'étais en mode: «Bon c'est une expérience comme une autre, on a tous quelque chose à apporter, on a tous une histoire différente». Donc voilà, premièrement je voulais te remercier et du coup, oui c'est vrai qu'on se connaît pas trop, donc c'est bien, ça nous fait une petite chance de autant toi, moi, de se découvrir et que toi, les auditeurs te découvrent aussi et moi aussi me découvre. Donc, c'est toujours sympathique d'avoir des expériences de ce genre. Donc, moi, je m'appelle Guillaume, donc, aka Guillaume Mindset, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu as dit, voilà, je parle de développement personnel, de spiritualité, de confiance en soi et tout ce qui s'en découle. Et ce qui me passionne réellement à travers tout ça, du coup, c'est de me mettre au centre de ma propre vie, en fait, et de comprendre l'importance, de notre propre rôle dans notre propre vie. C'est vrai on voit tout le monde être acteur de leur propre vie, surtout, quand on regarde des personnes qui réussissent énormément à travers leur carrière ou des gens qui, entre guillemets, «ont un grand pouvoir politique». On voit qu'ils, dominent à peu près, leur propre monde et du coup, en même temps, enclenchent, on va dire, de la supériorité par rapport aux vies des autres. C'est qu'ils ont un pouvoir en eux qui est très puissant. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré de me dire qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour moi pour m'apporter du bon et apporter du bon aux gens autour de moi et à mon environnement, que ce soit matériel ou physique ou psychique ou spirituel, quoi. Donc c'est vrai que mon voyage commence là, de me dire quelle place j'ai, quelle place tu as, quelle place il a, quelle place elle a, quelle place Yel a dans sa vie en fait, qui fait que ça a un impact sur moi et que moi je peux en avoir un impact sur elle, positivement parlant bien sûr. Et donc voilà, c'est là où vraiment mon voyage commence. Sinon, moi, dans ma vie personnelle, enfin professionnelle et personnelle, voilà, je reste quand même un gamin de 21 ans qui découvre la vie petit à petit. Et je suis en école de commerce, ce qui fait que ça n'a vraiment rien à voir, pour le coup, avec le développement personnel. Enfin, de près, on va dire, ça n'a rien à voir, de loin, bien sûr, toujours. Mais voilà, donc je suis quelqu'un qui vit à travers le business, qui est en alternance actuellement. Donc je découvre le monde, en fait, je pense. Et ça qui est drôle, c'est que du coup, je découvre le monde d'un nouvel œil depuis mon éveil spirituel encore plus. Et je suis content qu'on aborde ce genre de problématiques ou de résolutions par rapport à la masculinité et la spiritualité, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'ai de bons points de vue que j'assume en tant que personne et je serai prêt à les partager et à expliquer mon histoire qui est reliée à tout ça. Ouais, c'est super et tu as vraiment abordé plein de points importants. Et déjà, le fait que une des grandes idées du podcast, c'est que je compte pas interviewer des experts, parce que pour moi, je considère qu'il n'y a pas d'experts. On a chacun notre vie, et on est chacun expert de notre vie à nous. Donc, si jamais vous avez une question que vous vous posez, la meilleure personne pour y répondre, ça sera toujours vous, ça sera jamais personne d'autre. Donc, nous, on va vous partager notre vérité, notre expérience, mais jamais on vous partagera la vérité. Peut-être qu'on a eu plus de réflexion, peut-être qu'on a fait plus d'introspection, peut-être qu'on a un chemin un peu plus avancé, de par notre âge, de par notre expérience. Du coup, peut-être que voilà, notre réflexion peut vous inspirer, peut-être qu'il y a des choses qui feront écho, mais c'est toujours vous qui avez raison et on vous encourage toujours à prendre vos choix à vous. C'est super que tu rappelles ça, que tu nous rappelles. Exactement, pour moi, excuse-moi, donc je te coupe un petit peu, mais c'est vrai que les autres, les différents moyens d'utilisation, que ce soit psy, que ce soit du matériel ou quelque chose, c'est un support. Et toutes ces personnes-là qui ont la vérité ou pas vous diront, en fait, la seule vérité qui compte, c'est ce qu'il y a au fond de vous. Parce qu'en fait, on est chacun drivé, donc on est chacun conduit par notre propre vérité intérieure. Et c'est ce qui nous fait vivre, en fait. Les choses, c'est les choses prouvées ou pas, scientifiques ou pas. Mais en fait, on est vraiment drivé par ce qu'on croit au fond de nous. Donc c'est intéressant de comprendre que les autres ont leur propre vérité, mais c'est à moi maintenant de trouver ma propre vérité, de la créer aussi. Les vérités, ça se crée aussi. C'est vraiment un fondement du cerveau de se dire à quoi je crois maintenant qui peut me faire avancer pour demain. Et c'est vrai que c'est ça qui est beau. Donc je suis content que tu rappelles ça et qu'on soit en alignement tous les deux sur ces paroles parce que je trouve ça super important. Les autres sont juste des supports. Nous, la vérité, c'est nous, c'est au fond de nous. Et c'est pour ça que je pense que la développement personnel, la spiritualité, ça intrigue autant de nos jours. Parce que je pense qu'on est une nouvelle génération qui ont besoin de vérité, qui ont besoin de vérité intérieure. Et donc, je trouve ça super cool que de plus en plus de gens s'en rendent compte et veulent trouver leur propre inspiration, leur propre façon de vivre, leur propre nouvel œil
sur leur propre vie. Et donc, je pense qu'on est des personnes qui commencent un peu à montrer la voie et pas montrer la voie que tout le monde doit suivre, mais on montre la voie qu'on suit nous-mêmes et ça inspire d'autres personnes parce qu'on comprend que c'est possible à tout âge de trouver sa propre voie, que ce soit professionnel, amoureusement ou autre chose. Ouais, je trouve que c'est vraiment une super notion que tu rappelles encore, parce que pour moi, les réseaux, c'est ça qui est super. Tu as des gens qui vont partager des trucs et des fois, ça sera pas incroyable. Tu as des gens qui vont juste se plaindre. Mais en fait, il y a des c'est une notion que j'ai vue dans un livre, c'est des échelles, d'émotions. Et par exemple, la colère, évidemment, c'est en bas, la dépression, tout ça, c'est en bas. Mais quelqu'un qui est déprimé, pour lui, éprouver de la colère, même si c'est une émotion négative, ça sera toujours mieux que déprimé. Quand tu es en colère contre le monde, pour certaines personnes, ça va les pousser à l'action. Donc des fois, voir des gens qui vont partager leur malheur, qui vont potentiellement se plaindre, ça peut nous parler, ça peut nous aider à aller plus haut. Et quand tu vois quelqu'un, il y a certaines personnes, bon peut-être pas mon audience du coup, qui vont voir mon discours, qui vont voir des notions peut-être avancées ou comme le tien de spiritualité, et pour eux, ça va être trop loin. Ce qui est bien pour moi dans les réseaux, c'est que justement, tout le monde partage à son niveau et ça va aider d'autres personnes parce que c'est une question de trouver ses convictions à soi, voir comment avancer, voir des échos avec les autres. Et il y a cette notion importante de on est tous différents et des choses qui vont te parler maintenant te parleront pas forcément plus tard, qui te parlaient avant, qui te parlaient pas. Et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en place, de montrer le parcours. Et justement, on va venir sur ça, ton parcours dans la spiritualité. Sachant que toi, tu as parlé de éveil spirituel. Moi, j'en ai pas vraiment eu. J'ai eu un truc un peu plus linéaire. Justement, c'est pour ça, moi, c'est des notes que j'adore. Mais ouais, je connais des personnes qui font des éveils spirituels très, entre guillemets, brutal. Je sais pas si déjà, est-ce que ton éveil spirituel, tu l'as cherché ou ça arrivait un peu contre ton gré? C'est vrai que, bah, voilà, je voulais juste rajouter 2 choses. C'est vrai que, premièrement, je pense qu'il est important, comme tu dis sur les réseaux, c'est que il est autant important de parler de ce qu'on vit que de nos biens, de nos malheurs. Il y a des gens, ils vont parler de dépression, ils vont parler de bonheur, là, ils vont parler de n'importe quoi. Et tu as raison, je pense que ce qui est très important, c'est pas d'être un expert, c'est juste participer, à, on va dire, la synergie collective et participer à sa propre façon de vivre. Et je pense partager ça, ça permet aux autres, enfin, à tout le monde ici de s'identifier et de se dire: «Waouh, je suis pas seul». Et du coup, c'est là où on peut venir sur l'éveil spirituel. Et moi, le premier truc qui m'a rassuré, on va dire, grâce au réseau, avec toute sa spiritualité, c'est au début, je me disais, waouh, je deviens folle, je deviens crazy. Genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je comprends le monde, je comprends moi, je me comprends, je comprends les autres, il se passe quoi? Et en fait, je me disais folle au début, parce que je voyais trop de trucs qui s'alignaient. Et en fait, voir des gens sur les réseaux parler autant du coup de ce que j'ai vécu comme malheur et bonheur grâce à l'éveil spirituel, on va en venir après. Bah, en fait, j'ai vu les autres partager ça sur les réseaux. J'ai vu des gens, on se moque beaucoup des gens qui pleurent, qui rigolent, etc., qui montrent trop en fait leurs émotions. Et moi, je suis le dernier à me moquer de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, un moment de ma vie, j'en avais besoin. À un moment de ma vie, j'avais besoin qu'on montre que ce qu'on vit, c'est la vraie vie, quoi. C'est pas juste les réseaux, c'est pas juste la beauté, c'est pas juste les partenariats, c'est pas juste comme ça. Et ça que j'aime bien à travers les communautés développement personnel et spiritualité, on montre le vrai humain, on montre le vrai sens des énergies, le vrai sens des émotions. Et moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de gens qui pleuraient sur mon écran. Parce que derrière mon écran, j'étais aussi en train de pleurer, j'étais en train aussi d'être perdu, en train de comprendre, en train de. En fait, il y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête, j'avais besoin de voir des gens qui vivaient la même chose que moi. Et oui, c'est mots, enfin, d'un point de vue extérieur, ça peut se dire, mais comment tu peux être heureux de voir d'autres gens heureux, malheureux, pardon. Comment tu peux être heureux de voir d'autres gens malheureux? En fait, c'est pas que je voyais les gens, je sais pas que j'étais heureux de voir des gens malheureux, mais j'étais heureux d'être compris, heureux d'être suivi, heureux d'être entouré. Malgré que ce soit juste des réseaux et du digital et que t'es pas avec la personne à ta droite ou à ta gauche, non, mais avoir quelqu'un qui te comprend, avoir quelqu'un qui sait mettre des mots aussi sur ce que tu penses au fond de toi, mais que tu n'arrives pas à le sortir parce que c'est trop overwhelming, genre t'en as trop sur toi, ben c'est un truc de fou, je trouve ça super intéressant. Là, pour moi, l'identification est très importante sur les réseaux. Et voilà, moi, je demande pas à toucher à travers mes TikTok ou autre chose, ou comme toi, je pense, je demande pas à toucher toute la Terre. Je demande juste à toucher les gens qui souhaitent avoir un discours et que j'arrive à leur transmettre le truc qu'ils n'arrivent pas à dire au fond d'eux. Et j'espère juste toucher les gens comme ça. Je n'ai pas envie de toucher, j'ai pas envie d'avoir des millions, je pas envie de trucs. Moi, c'est pas ça, c'est pas les trucs. Moi, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais besoin de gens. Et aujourd'hui, je deviens cette personne qui a besoin d'aider les autres parce que j'ai été dans cette situation il y a encore quelques mois. Donc, voilà, c'est là où arrive du coup mon éveil. Donc, tu me demandais si. Euh, bah, est-ce que tu veux reposer la question qu'on peut-être. Ouais, ouais, pour qu'ils aient le fil. Du coup, ouais, c'était, parce que, ouais, il y a des personnes qui, il y a des personnes qui cherchent des réponses dans la spiritualité, qui vont y aller plus ou moins consciemment, qui vont vouloir trouver justement cet éveil. Il y a d'autres personnes, ça arrive un peu à eux et ils se retrouvent, souvent submergés et vu ce que tu m'as expliqué, j'ai l'impression que tu es dans le deuxième cas. Ces personnes qui, se retrouvent un jour, juste ils ont un éveil comme ça et tu en as qui ont entre guillemets «des pouvoirs». Heu, Moi avant, j'y croyais pas du tout, mais là, à des podcasts, des échanges sur les réseaux comme ça justement, je parle à des gens qui sont médiums, qui arrivent à voir des choses dans leurs rêves ou de manière plus ou moins éveillée, des choses du futur quoi et je trouve ça totalement incroyable. Ouais, bah écoute, tu totalement touché le bon point, tu as bien lu à travers ce que j'avais dit, ça m'est tombé dessus.
Premièrement, moi, j'ai un cultural background, donc j'ai un passé, on va dire, religieux avec, ma famille parce que du côté de ma mère, autant du côté de mon père, c'est des personnes très croyantes. Mes grands-parents, du côté de ma mère, c'est des Italiens, du côté de ma grand-mère, c'est belge, mais en tout cas, c'est des familles, du coup, très croyantes, surtout du côté de ma mère, du coup, italien. C'est quelque chose de très ancré dans la famille, de très ancré dans nos habitudes. J'ai été, entre guillemets, pas élevé par la religion, mais j'ai été élevé avec la religion. C'est que ça a toujours fait partie de ma vie, ma grand-mère, mes grands-parents, de toujours, voilà, glisser des petits mots en mode: «Ah beh, Jésus t'entend, Dieu te parle, je prie pour toi». Voilà, donc j'ai toujours eu ce cultural background, avec moi, voilà. J'en ai jamais pris part, c'est que depuis tout petit, mes parents sont très détachés de ça par rapport à leurs parents, moi j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets, je me suis moi-même mis de côté par rapport à ça, donc j'ai toujours accueilli avec bienveillance, ce que disaient mes grands-parents. Mais moi, de mes propres croyances, en étant plus jeune, je n'y croyais pas. Du coup, ce qui se passe, dans, on va dire, la continuité de ma vie, mon éveil spirituel et bah, du coup, j'étais quelqu'un, on va dire, de terre à terre. Du coup, ce que je viens d'expliquer, c'est que je savais que mes grands-parents y croyaient, je les respectais très bien, mais on va dire, dans ma propre existence, j'étais, entre guillemets, «athée», donc je croyais pas à quelque chose et voilà, je respectais totalement, ce que mes grands-parents, me faisaient et en fait, en fait, est-ce que je vais parler directement de ce qui s'est passé? C'est vrai que j'ai eu, du coup, une grosse rupture qui s'est passé et en fait, à l'instar de au moment de cette grosse rupture, sur TikTok, je ne sais pourquoi, j'ai commencé à avoir beaucoup de spiritualité et en fait, cette, rupture a enclenché en moi des, troubles, du comportement alimentaire, des troubles psychologiques en tout cas ou de dépersonnalisation où, je ne me suis plus alimenté du jour au lendemain. Donc j'ai perdu, 20 kilogrammes en 2 semaines. Dès ma rupture, j'ai perdu 20 kilos en 2 semaines. Ça a déclenché du coup, vraiment de gros problèmes, physiques et mentaux parce que je tombais souvent dans les pommes. Je faisais face du coup à une dépersonnalisation, c'est-à-dire que je perdais totalement le contrôle de qui j'étais. Je ne savais plus, où me diriger. C'est que la lumière pour moi n'était nulle part. J'étais dans un puits quoi et la lumière, elle était juste au-dessus de moi, mais j'avais aucune façon d'escalader, pour arriver à cette lumière et j'avais l'impression de m'écarter de plus en plus de cette lumière et en fait, c'est là que s'enclenche, on va dire, la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est là où, on va dire, ton corps, ton esprit, l'univers, va te faire, comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui tombent en dépression à ce moment-là. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi, ont perdu beaucoup de poids. Il y a beaucoup de gens qui ressortent vraiment avec des troubles c'est vrai que ça plonge du coup ton état d'esprit, ton état d'âme, ton état d'être, au plus profond. Parce que ça permet de conscientiser tout ce qu'il y a au fond, au fin fond de toi. Et en fait, cette nuit noire de l'âme, je te le dis, hein, je n'en avais pas conscience. C'est que moi, j'ai eu ma rupture, j'ai commencé à perdre des kilos du jour au lendemain, ce qui était une terrible nouvelle pour moi. Et en fait, pendant 4 5 mois, j'ai eu ma nuit noire de l'âme et j'en avais pas conscience de la nuit noire de l'âme. C'est que, comme je t'avais dit, la spiritualité est arrivée sur mon TikTok naturellement après cette rupture. Je calculais pas plus que ça. Enfin, voilà, je répétais quelques affirmations positives à droite et à gauche. Et je calculais pas plus que ça. Enfin, je commençais j'avais lu que c'était bien d'écrire, etc., de journaler, de faire du manifesting et tout. Mais je calculais pas plus que ça. Je le faisais vraiment, mais consciemment, juste pour me sauver de quelque chose, en fait. Un beau jour, c'est en février de cette année, février-mars de 2022, arrive un jour où, en fait, je tombe sur un TikTok, donc encore une fois, sur un TikTok, et ça parle de la nuit noire de l'âme. Donc ça faisait 4 5 mois, hein, que je pleurais tous les jours, j'en avais des pensées, forcément noires aussi, hein, on va pas se mentir, je préfère être franc. Ça m'a fait ressortir beaucoup de choses. La lumière de l'âme, ça te fait voir tes traumas, ça te fait voir ton passé, ça te fait voir ce que tu as manqué, ça te fait voir, que comment ta vie est aussi, entre guillemets, «mauvaise». En fait, ça te replace sur un piédestal tellement haut que toi, tu avais pas l'habitude d'être aussi haut sur ce piédestal et en fait, comme tu es que dans du malheur et que ta vie et que l'univers te met sur un piédestal, tu es en mode: «Attends, mais en fait, c'est moi l'acteur de tout ce malheur, c'est moi l'acteur de toutes ces réactions mauvaises, c'est moi l'acteur de tous ces effets miroirs, c'est-à-dire ce que les autres représentent de moi, tout ce qui est mauvais. Enfin, en fait, l'univers te met sur un piédestal, entre guillemets, au mauvais moment. Mais du coup, c'est au meilleur moment, parce que du coup, c'est là où tu prends de la hauteur sur tout ce malheur qui t'entoure. Et bien sûr, je ne parle pas des situations extérieures à toi, je parle vraiment des situations intérieures à toi. Donc, tout ce que tu as réprimé, toutes les émotions que tu as acceptées ou refusées, tous les traumas que tu as intériorisés, tout ce que tu étais obligé de faire à cause des autres. Et en fait, arrivé à ce février, je tombe sur un TikTok qui fait la nuit d'or de l'âme. Et en fait, je commence à lire sur Internet. Et je lis pendant 1 heure des articles entiers, à droite, gauche. Et le lendemain matin, je me réveille, j'ai un déclic en mode waouh, j'ai eu un éveil spirituel. Mon éveil commence maintenant. J'ai fini ma nuit de l'âme. Mon éveil commence maintenant. Et c'est là qu'a déclenché tout ça. Donc ça m'est totalement tombé dessus. Après une rupture, après une dépersonnalisation, après
de gros troubles de l'alimentaire où j'ai dû moi-même me réapprendre entre guillemets, marcher droit, à remarcher, à me réveiller, à essayer de regoûter les choses. Donc ça a été vraiment un long processus. Mais du coup, c'est le long processus de destruction pour de la reconstruction, comme dit Nino, détruire pour tout reconstruire. Voilà, un très bon poète. Mais exactement ce qui s'est passé, c'est que ça m'a détruit de l'intérieur. Je me suis mis sur un piédestal après, et c'est ça qui m'a permis de tout reconstruire. Et c'est vrai que Guillaume Mindset, il n'existait pas avant. Guillaume, c'était une personne qui faisait 95 kilos, qui n'avait pas confiance en lui, qui n'osait pas parler, qui bégayait énormément, qui s'empêchait lui-même de vivre ses propres rêves, parce que pour lui, les autres arrivaient à driver leur vie, mais moi, je n'arrivais pas à driver ma vie. Alors pourtant, j'ai toujours été quelqu'un, entre guillemets, de heureux, j'avais rien pour me plaindre, mais on va dire, tout ce qui se passait dans ma vie, je le prenais encore plus mal, en fait. Et toute cette haine, tout ce mauvais, je le réprimandais et je le laissais à l'intérieur de moi et ça créait des choses mauvaises. Des choses mauvaises. Et du coup, on va dire, ça a été comme une libération. Donc moi, la nuit de l'âme et l'éveil, c'est une libération intérieure. Et pour moi, il y a trois choses au fond de soi. Il y a le soi supérieur et l'ego. Et là, je pense que c'est la première fois de ma vie que le moi supérieur, c'est-à-dire la personne que je suis réellement au fond de mon cœur, a réussi à se dégager de tout ce qui se passait autour et qui a réussi à, premièrement, à me parler, à chuchoter en mode crois en toi. Et c'est ça qui m'a, on va dire, c'est ça qui a déclenché cet éveil. C'est en fait cette lueur d'espoir qui était si grande et qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi et qui a permis de retirer tout l'ombre autour de moi. Et c'est comme ça que Guillaume a été créé. Je me suis réinventé A à Z. Voilà, je reste la même personne au fond, mais on va dire la personne que je suis, qui est fondée maintenant, c'est totalement une personne différente. Et mon entourage a été le premièrement choqué de tout ça, de voir à quel point maintenant je prenais, on va dire, un vrai step forward, genre, je prenais un vrai step pour avancer. Voilà, donc pour t'expliquer mon éveil, j'espère que j'ai bien répondu. Ouais, non, si, c'est incroyable son expérience, c'est incroyable que tu partages tout ça. C'est marrant parce que, enfin, moi, je fais aussi partie de ceux qui ont commencé le développement personnel par la rupture. Il s'est avéré que ma rupture était difficile, pas aussi difficile que la tienne. Et je pense que ouais, c'est justement, il y a plein d'idées intéressantes dans tout ça. Déjà, ta relation, elle avait duré combien de temps? Alors ma relation, elle avait duré un an et quelques. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de choses pendant cette relation qui a fait que la rupture était très compliquée. J'ai subi des violences psychologiques pour le coup, à en avoir peur à en avoir peur d'avoir de coups réels en fait. Et je pense que l'univers m'a bien protégé, je me suis bien protégé naturellement par rapport à ça. Mais c'est vrai que j'ai connu cet état où je me suis caché à moi-même, hein, mais j'ai connu cet état tu sais, d'être figé par la peur de la violence. Et j'ai été élevé dans un foyer aimant. Mes parents, ma famille, mes amis, je n'ai jamais eu de violence de ma vie entière. Que ce soit du monde extérieur ou du monde intérieur, c'est que j'avais beau avoir des traumas, j'ai pu subir des choses, je n'avais jamais subi de violence. Encore moins de mes parents, encore moins des gens qui m'aimaient encore plus, quoi. Et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je vivais des expériences avec de la réelle violence, hein, psychologique, et qui, des fois, avait pour moi, mon corps et mon esprit me protégeaient et me figeaient sur des situations parce que le coup, je le voyais arriver. Et c'est vrai que j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était réel déjà, les violences psychologiques. Et moi, je suis content de dire ça à l'oral parce que je pense que même s'il y a une ou deux personnes qui vont nous écouter, je préfère dans tous les cas le dire. C'est vrai que j'ai mis du temps à accepter que ça existait, les violences psychologiques, parce que pour moi, c'était juste le coup qui comptait. Et ça, c'est juste une idée de la société, encore une fois. Mais le coup mental, l'impact émotionnel sur un acte, que ce soit psychique ou physique, est, est totalement, est totalement convenable et totalement à prendre en compte en fait. Donc si quelqu'un vous met dans un état de peur paralysante, que ce soit juste psychologique ou physique, ça compte comme de la violence. Et en plus, on remarque bien avec tout ce qui est prouvé maintenant par la science, qu'en fait, l'émotionnel a entièrement un impact sur le physique. Donc oui, quand on va dire, votre cerveau se met en état de mode de survie, c'est-à-dire vous déconnecte de la réalité pour que vous n'affrontez pas cette horreur qu'est la violence, hein, psychologique ou physique, c'est là où vous vivez quelque chose de traumatique. Et je préfère le remettre aussi par rapport au traumatisme. Un traumatisme que j'aime bien dire aussi, et ce que j'ai bien compris grâce au fait de cette violence psychologique, pourquoi tout trauma est à prendre en compte. Parce que tout trauma, en fait, est juste un dérèglement émotionnel subi à cause d'un facteur. Et en fait, il faut comprendre qu'un trauma, ça peut être autant de la violence à l'état pur, comme ça peut être juste quelqu'un qui a eu zéro à son contrôle alors qu'il pensait avoir 20. Et ça va tellement l'impacter émotionnellement que ça va le changer et que ça va l'ancrer dans des croyances très limitantes qui vont ensuite pourrir sa vie. Donc en fait, juste un trauma, il faut comprendre qu'on a tous des façons différentes de réagir. C'est-à-dire, ma façon de réagir est peut-être plus exagérée que quelqu'un qui peut en subir, qui peut subir la même chose, mais dans un autre contexte. Mais il faut comprendre que chaque trauma est très important. Pourquoi? Parce que c'est juste un une grosse pulsion d'émotion que tu n'as pas l'habitude d'avoir. Et il faut prendre en compte, il faut accepter, il faut se dire que oui,
tout trauma est à soigner et tout trauma est à accepter aussi, minime soit-il. Faut arrêter de se comparer en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis comparé, je m'étais dit, bah moi je me suis pas fait frapper. Donc certes j'étais figé, certes j'étais apeuré, certes jamais été aussi transcendé par une émotion horrible. Mais il faut comprendre que tout trauma est à prendre en compte, minime soit-il. Voilà, donc je comptais vraiment à le dire. Et oui, c'est vrai que maintenant j'en parle avec de fortes paroles et de fortes émotions parce que ça m'a beaucoup touché. Je me suis beaucoup descendu moi-même à cause de ça. J'ai beaucoup minimisé les faits. Et quand on subit quelque chose, un trauma, on minimise à chaque fois les faits. Et c'est très important de savoir remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Et de savoir que, encore une fois, tout ce qu'on vit nous-mêmes, c'est à prendre en compte à 100%, minime soit-il. Voilà, faut pas se monter la tête, certes, mais on va dire que c'est important. Ouais, il y a une notion importante, c'est la notion d'accepter. C'est toujours difficile d'accepter ce qui nous arrive. Et même accepter, c'est un mot que la plupart des gens comprennent pas vraiment. Mais accepter que quelque chose nous est arrivé, c'est la première étape de la guérison. Tu peux pas guérir si jamais tu as pas accepté que tu as eu un problème. Et comme mais ce que tu as dit, tout ce que tu as précisé sur les traumas, c'est vraiment super. En fait, c'est une question d'intensité de ce que tu reçois. Et même s'il nous arrive le même événement, en fonction de notre expérience passée, en fonction de tout ce qu'on est, on va pas réagir de la même façon. Et ce qui va être important vraiment, c'est l'intensité de notre réaction. Et sachant que des fois, bah, par exemple, quand tu es paralysé, que tu as cette peur-là, le fait de ne pas agir, pour moi, c'est important de prendre des choix, passer à l'action. Et rester dans ce schéma-là où tu n'agis pas, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Et après, c'est quelque chose qui va te suivre pendant longtemps. Et je pense qu'on va revenir un peu sur la nuit noire de l'âme. Parce que, voilà, moi je vais essayer un peu de dégager tout ça de ce que tu as dit. Parce que, parce que voilà, la nuit noire de l'âme, c'est un mot qui est compliqué, qui parle à des gens spirituels. Il y a peu de chances que ça vous parle dans l'audience. Et si ça vous parle, c'est vraiment aucun souci. Tout ce qui t'est arrivé, déjà, c'est pas forcément comme ça que ça se passe la nuit noire de l'âme. Toi, tout ce que tu as raconté, c'est vraiment ton expérience. Et c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment important et c'est super que tu aies partagé ça. La nuit noire de l'âme, moi, de ce que j'en ai compris, et je suis même pas un expert, c'est une notion qui est un peu reliée à Jung, donc je la connais un peu quand même. Parce que voilà, on parle vraiment de l'âme, et nuit noire parce qu'en fait, l'âme ne voit pas. L'âme est totalement perdue, l'âme est isolée. On a ce moment où, en fait, on ne sait pas qui on est, où est-ce qu'on va. Et justement, ça se relie exactement à ce que tu disais sur le fait de se déconstruire et se reconstruire. C'est important de se déconstruire, c'est encore plus important de se reconstruire. Et c'est pour ça qu'une critique toute seule n'a pas de valeur, parce que il y a des gens qui disent, quand quelqu'un a un comportement qui est mauvais, certaines personnes vont vouloir détruire ce comportement, le déconstruire. Sauf que c'est toujours pareil, quand tu déconstruis, si tu reconstruis pas derrière, ça sert à rien. Soit la personne va reconstruire son comportement grosso modo pareil, et donc tu n'auras pas d'impact, ou soit juste la personne va rester sur ce stade déconstruit, et sachant que bah là, ta relation, elle t'a tellement déconstruit que tu pouvais pas vraiment te reconstruire tout seul, ça a été très difficile. Tu as eu cet éveil spirituel, tu as eu plein de choses qui t'ont permis de te reconstruire, mais globalement, à la fin de cette rupture, tu étais à un stade où tu étais déconstruit, tu étais rien, tu étais dans la nuit de l'âme, et qui est très difficile. Et c'est pour ça que déconstruire, ça s'accompagne toujours de reconstruire, et on n'essaie pas juste de déconstruire les gens. J'ai juste rappelé tout ça rapidement. Non, ouais, tu fais bien, tu fais bien. C'est vrai que, après, je pense plus qu'on a besoin de préciser sur le fait que, ouais, c'est vrai qu'on parle de notre propre expérience. Ça va, heureusement, on l'a abordé au début, donc les gens le prennent mieux, je pense. Mais c'est vrai que c'est ma propre expérience, autant que toi, tes mots, c'est aussi de ta propre expérience et de ta propre connaissance. Et c'est vrai que, avant ma lumière de l'âme, du coup, j'avais aussi mon couple, j'avais aussi certains amis où moi, je me basais pas dans ma propre vie comme pilier. C'est-à-dire que moi, je me basais comme acteur, mais je me basais pas comme pilier dans ma propre vie. Et du coup, cette lumière de l'âme, comme tu as dit très clairement, et c'est très très beau ce que tu as dit. La lame ne voit plus, en fait, ne voit pas. Et en fait, j'ai compris à travers du coup tout ça que en fait, quand j'ai déconstruit, parce qu'en fait, les piliers étaient non stables, étaient instables en fait, parce que c'était basé sur d'autres personnes. Mais moi, je dois être plus qu'un acteur, je dois être mon propre pilier, mon seul pilier de mon truc. Les autres ne sont que encore une fois que je dis, ce sont des supports. Ok, toi, tu es ton propre pilier. Et moi, avant, je ne connaissais pas du tout cette histoire de elles sont en pilier. Je voyais pas l'intention, je voyais même pas la cohérence ou l'alignement tout court d'être son propre pilier. Parce que je m'étais dit, les autres sont bien là pour quelque chose. Mais je le voyais dans le mauvais sens. Les autres sont là pour t'aider, mais ils sont pas là pour te supporter, encore une fois. C'est à toi de te supporter tous les jours. C'est toi qui te lèves. C'est ton corps, c'est ton esprit, c'est ton mindset, c'est ta spiritualité. C'est toi qui crée ces relations, c'est toi qui les entretiens. C'est les autres, c'est juste des supports, c'est juste des personnes qui vont juste être là pour toi, certes, mais c'est pas eux qui vont te tirer du lit le matin. C'est pas eux tous les jours qui vont t'habiller, qui vont te dire parle de toi gentiment aujourd'hui, parle de toi avec bienveillance, demain tu feras ça pour réaliser tes rêves. Non, ils vont t'apporter du soutien, oui, mais ils vont pas t'obliger à faire ce que tu dois faire. Et c'est là que j'ai bien compris, à travers cette lumière de l'âme, de tout a été déconstruit à cause des autres, parce que, enfin à cause de moi aussi, excuse-moi, mais surtout à cause de moi, parce que j'avais posé mon mauvais pilier. On va dire, c'était, les autres faisaient juste leur vie, en fait.
Et en fait, le Guillaume, il a vite compris alors si je veux reconstruire, je dois reconstruire avec moi et uniquement moi-même. Et c'est vrai que c'est là où, on va dire, toujours été quelqu'un qui n'a jamais osé me demander d'aide. Et c'est là où je pense que j'ai été fier pour une fois de ma vie de ne pas avoir demandé d'aide. C'est vrai que je n'ai pas voulu aller voir de psy, je n'ai pas voulu aller voir de médecin parce que je fuyais un peu la vérité de me dire, si j'ai besoin d'aller voir, en même temps c'est très mauvais du coup, mais je voulais me reconstruire moi-même. Ok, je conseille pas forcément ça à tout le monde, chacun son parcours. Et moi, je suis quelqu'un de très têtu et j'étais en mode, j'ai besoin de me reconstruire un minimum pour ensuite le partager, pour ensuite après aller voir un psy ou autre chose. Et je pense que me reconstruire moi-même, ça a été ma plus grande revanche sur l'ancien Guillaume, de se dire, t'as réussi de te reconstruire toi-même, maintenant c'est bon, chill, va voir des psys ou va voir des amis, tu peux en parler, etc. Mais c'est vrai que du coup, moi, ma revanche avec cette de l'âme, c'était en mode, waouh, tes piliers avant, c'était des gens. Donc les gens, si je leur parle encore maintenant, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'était basé sur des gens. Et maintenant, là, le seul pilier qui est énorme et qui te tient entièrement, c'est toi et uniquement toi. C'est tes croyances, c'est ta façon de faire, c'est ton éducation, c'est ce que t'aimes, c'est tes rêves, c'est ta communication, c'est tes énergies. Et ouais, donc moi, je suis très content de partager ça, content que tu réceptionnes ça avec positivité. Et ouais, c'est exactement ça, en fait. Donc, on est sur la même longueur d'onde sur le sujet. Donc, voilà. Et ouais, justement, il y a une notion que bah, tu l'as dit, tu n'avais pas confiance en toi avant. Et ce qui se passe souvent, c'est quand on n'a pas confiance en soi. En vrai, je trouve que c'est très lié avec tout ce que tu as dit à côté. Il y a des problèmes d'estime de soi, d'amour de soi. Et ce qui fait que dans une relation, globalement, chaque individu a besoin de donner de l'amour et recevoir de l'amour. Et une personne qui a, soit cette personne est capable de le faire à elle-même, elle va se donner et recevoir de l'amour. Et dans ce cas-là, elle répond à ses besoins toute seule, elle est indépendante. Et dans ce cas-là, tout l'amour qu'elle reçoit de l'extérieur, ça sera un bonus, ça fera plaisir, mais elle n'aura pas besoin. Et du coup, elle n'aura pas cette dépendance affective. Et une personne en général qui n'a pas confiance en soi, elle n'a pas d'estime de soi, elle n'a pas d'amour de soi. Et donc, elle va récupérer plein de choses dans sa relation. Il y a un mythe assez connu qui vient de Platon, le mythe d'Aristophane, comme quoi les hommes avant, ils étaient doubles, ils étaient ronds, c'était deux corps dans un seul que les dieux ont séparés. Et c'est un mythe qui est très présent dans notre culture, je trouve, et je crois que c'est la deuxième fois que j'en parle, parce que pour moi, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le couple, c'est fusionnel. Et ils ont un couple où la deuxième personne va les compléter sur beaucoup de choses. Mais quand quelqu'un te complète, ce qui se passe, c'est que quand cette personne-là, elle part, il te manque quelque chose. Et moi, j'avais vécu ça aussi. Quand ma copine m'avait quitté, il me manquait vraiment quelque chose. C'était pas, je pense que toi, c'était beaucoup plus intense. Mais pour nous, ce genre de personne qui est très têtu, qui a besoin de faire les choses par lui-même, quand on est en couple, on va prendre des choses qui nous manquent dans l'autre. Et quand ces choses vont partir, on va se retrouver tout seul, déconstruit, et on peut avoir des moments plus ou moins difficiles. Moi, c'était difficile, toi, c'était très, très, très difficile. Et du Oh, coup, c'est voilà, ça, difficile c'est pour des tout le choses à monde. faire. Oui, c'est difficile pour tout le monde, mais il y a différentes institutions. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de ça. Avant, globalement, ce que les gens disaient, c'était c'est juste une rupture, ça va aller mieux, t'en trouveras d'autres. Puis ouais, moi, le tourne la page, je l'ai beaucoup entendu. Moi, ma rupture, elle a duré 3 ans avant que je tourne la page. Entre guillemets, tourne la page, hein, j'aime pas du tout ce mot-là. Mais ouais, ça a duré 3 ans parce que c'était compliqué. J'ai fait une prépa, elle est arrivée dans la même prépa un an après. On s'est fréquenté pendant longtemps ensuite. Et c'est un passé, mais il y avait toujours cette proximité qui faisait que puis ouais, j'étais en prépa maths physique. C'était difficile de rencontrer d'autres personnes. Il y a cette croyance, et voilà, c'est là où je me suis vraiment rendu compte de mindset. Parce que tu as cette croyance qui est que la croyance d'âme sœur, pour moi, elle est dévastatrice. Quand tu penses que tu ne seras pas capable de trouver quelqu'un d'autre qui t'apportera ce genre de choses, il y a cette notion d'apporter ce genre de choses. Tu as besoin qu'on t'apporte des choses parce qu'il te manque des choses. Pour moi, c'est avant tout un travail sur soi qu'il faut faire, construire, devenir son pilier, tout ce que tu as dit qui est vraiment super. Et ouais, cette notion d'âme sœur, se dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui. Puis ouais, moi, ma vie, globalement, avant mon couple, elle était très triste. J'avais pas grand-chose, je savais pas vraiment où j'allais. Et du coup, tu as des gens qui vont trouver un sens à leur vie dans leur couple. C'est ce que je faisais, et je pense que quand tu fais ça, c'est là où bah, tu as des situations comme la tienne, comme la mienne et comme plein d'autres je pense qu'il y en a de plus en plus actuellement. Et ouais, peut-être qu'il y en a toujours eu aussi beaucoup, hein. Il y en a qui vont jusqu'au suicide. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, et je suis content du coup que tu abordes aussi cette notion, on va dire, de dépendance affective. J'en ai clairement fait les frais, hein, on va pas se mentir, hein, ça m'a clairement concerné du coup. C'est ce qui m'a permis de comprendre, on va dire, à quel point je me mettais moi-même, en fait, à quel point en fait, comme je t'ai expliqué avant, je pensais être acteur, mais sans plus, quoi. Mais en fait, à quel point je voyais que j'étais acteur de mon propre malheur et que malheureusement, toute cette année de couple, etc., comme tu as dit, je me suis moi-même rendu vraiment dépendant de ça. Pourquoi? Parce que comme il me complétait, entre guillemets, je croyais qu'il me complétait, c'est ça qui est drôle. Comme je croyais qu'il me complétait et que je pensais que c'était ma moitié, il m'apportait exactement ce dont j'avais besoin. C'est vrai que c'est là où la dépendance affective rentre en compte parce que c'est vrai que si tu es détaché de cette
partie, bah, le puzzle, il est incomplet et quand le puzzle est incomplet, bah, tu vas essayer de tout faire pour garder ce puzzle complet et c'est ce que j'ai fait à travers, on va dire, le fait que je sois resté dans le couple malgré les violences. Malgré les violences et malgré que j'avais compris que c'était des violences, minime soit-elle, j'en avais parlé et cetera et c'est là où la dépendance affective a pris un dessus sur le fait de waouh, il s'est passé des traumas ignobles, tu en es conscient. Tu les fuis, mais tu en es conscient. C'est-à-dire ton corps, mon cerveau et mon corps me l'avaient fait comprendre, comme le fait que j'étais figé, etc. Mais je continuais à me dire, je lui en parle, ok, mais c'est pas grave s'il comprend pas. Et c'est vrai qu'il comprenait pas. Il me disait, mais non, ça n'a rien à voir de violence, etc. Et moi, j'étais en mode, ah ouais, bah, peut-être t'as raison, etc. Donc j'étais conscient, mentalement et physiquement, psychiquement, psychologiquement, tout ce que tu veux, que j'étais vraiment traumatisé par rapport aux violences. Mais la dépendance affective prenait le dessus et je me disais, mais en fait, si je suis plus avec lui demain, bah, en fait, je serais de la merde. En fait, je suis une pauvre merde si demain il est plus là. Pourquoi? Parce que sans lui, c'était le puzzle manquant. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que le puzzle, je le basais, pour moi, le puzzle n'était pas entier, j'étais juste seul, comme tu as dit. Et c'est pour ça que je pense que toi-même, ta rupture a été compliquée sur le long terme, parce que tu pensais, encore une fois, que la personne qui a été dans ta vie, c'était. Même si c'est une pièce du puzzle, même, ça, même si c'est une pièce du puzzle, pour l'humain, pour l'homme, on veut que tout soit complet, que quand tu dessines un cercle, il soit rempli à 100%, c'est normal. On veut se faire nous-mêmes comme un whole, quoi, vraiment quelque chose de complet. Et je pense que c'est là où rentre la dimension affective, moi, dans ma vie. Et ça a été très réducteur et en fait très mauvais parce que, comme tu as dit, en fait, c'est parce que j'avais aucune estime de moi, je m'aimais pas au fond de moi et je me valorisais pas aussi. Pour moi, c'est ces trois choses qui font que tu te crées une personne bienveillante envers toi-même et envers les autres. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois, et ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Donc, c'est vrai que, on va dire, ces trois piliers de valeur, d'estime et d'amour, c'est ce qui, en tout cas, drive ma vie maintenant et c'est ce qui fait que maintenant ma vie est incroyablement belle et incroyablement belle par ma perception, pas par ce qui se passe, mais par ma perception des choses. Donc ouais, je suis content qu'on aborde un peu la dépendance affective parce que c'est dur à affirmer, hein, c'est dur à assumer moi-même en tant que personne, en tant qu'homme, par rapport à la société aussi, et en tant que juste humain et être de lumière, quoi. C'est juste compliqué de se dire, waouh, il y a vraiment quelque chose en dehors d'une drogue connue comme de la cigarette ou de l'alcool, il y a vraiment de la drogue sentimentale, que des émotions, ça reste de la drogue, que tous tes shots de sérotonine, de dopamine, de tout ce que tu veux, c'est de la drogue pure et dure et à quel point ça peut t'affecter. Moi, voilà, j'avais pris sur cette relation, en fait, sur cette relation, j'ai pris les 20 kilos et c'est en 2 semaines après, au début de ma nuit de l'âme, que j'ai perdu les 20 kilos. Et la vie, c'est là où l'univers, la vie fait très bien les choses, c'est que ton corps va prendre, c'est-à-dire que moi, j'encaissais émotionnellement, mais physiquement, j'encaissais avec du poids. Et quand je n'étais plus avec cet homme, la rupture m'a prouvé en même temps que je me suis libéré d'un poids du coup de ces dépendances affectives. Je commençais à m'en soigner, certes, durement, mais bizarrement, cette dépense affective m'a fait gagner 20 kilos pendant parce que je voulais pas lâcher. Mon corps me voyait des warnings en mode waouh, attends, c'est pas bien là, J'ai pris une vingtaine de kilos en 2-3 mois en fait, dès que j'ai eu ces violences. Et en fait, c'est là où d'un coup, j'ai tout perdu du coup dès la rupture en 2 semaines. Mais c'est en même temps mon corps qui me dit waouh, tu l'as pas vu, mais genre, mon cerveau me disait tu l'as pas vu là. Mais nous, intérieurement, on ressent que tu as lâché tellement de poids que ton physique perd du poids aussi, tu vois. Et ça qui est drôle, c'est que tout ce qui est au psychique et au mental est lié à ce qui se passe à l'intérieur. Un exemple simple, quand tu es malade, t'es pas l'eau, bah, c'est pareil, ce qui se passe à l'intérieur influe sur le physique. Et c'est ça qui est très sympa. Et franchement, je trouve ça super intéressant qu'on parle de ça et qu'en plus, bon, je pense qu'on va commencer à aborder à peu près la masculinité. Donc je pense que c'est bien qu'on fasse une petite introduction par rapport au fait de. C'est pas parce que t'es un homme, un homme, après j'intègre tout le monde, je parle pour la société, là, homme, pour moi, je m'en fous, chacun se définit comme il est. On va dire, si tu es défini par la société comme un homme, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en dépendance affective, tu as le droit d'avoir une quelconque émotion. Et moi, j'ai bien compris ça hein, autour de moi. Les hommes qui sont très ancrés dans leur masculinité toxique, c'est-à-dire masculinité dite pour la société, c'est des personnes qui, une larme vaut 10 jours de larmes d'une femme. Pourquoi? Parce qu'ils se reprimandent tellement au fond qu'une larme d'un homme, ça vaut mais 10 000 larmes d'une femme, en termes de société, je parle. Tu vois? Parce qu'ils se réprimandent tellement qu'à peine lâcher une larme, c'est du sang qui coule, quoi. Donc moi, je suis content de dire, les hommes, nous, maintenant, on a le droit de pleurer. Même pas maintenant, toujours en fait. On a le droit de pleurer, on a le droit de vivre, on a le droit de crier, on a le droit de s'aimer aussi, parce que l'amour est beaucoup réprimandé malheureusement dans la masculinité toxique. Et bref, exprimez-vous, on a le droit. Et moi, c'était mon premier blocage de me dire, je suis un homme, je peux pas vivre des violences. Ben, pourquoi? Parce que j'avais des croyances limitantes à cause de la société. Si Guillaume, si Marius, tu peux subir des choses, tu peux être amoureux, tu peux avoir même plus de mal que la femme ou que l'homme en face de toi pour prendre du temps, pour te reconstruire. Voilà, ça n'a rien à voir. Le sexe, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, peut-être qu'on passe une introduction maintenant sur ça, c'est sympa, on va switcher du coup. Ça se fait naturellement. Il y a quelque chose que tu as abordé avant, le fait d'être complet. Et justement, moi, j'avais fait des TikTok où je parlais d'énergie. Et il y avait une personne dans les commentaires, c'est bien parce que c'est un bon exemple de ce que je peux illustrer, qui disait que pour elle, justement,
On a besoin d'être complet et certaines personnes atteignent l'équilibre à travers le couple et cet équilibre, c'est aussi un équilibre d'énergie masculine et féminine et du coup, une personne qui est très, dans son énergie masculine et globalement, c'est aussi l'énergie de la société. Donc toutes les femmes vont avoir cette énergie masculine parce qu'elle vient de la société, ce qui fait que les femmes sont naturellement un peu plus équilibrées et du coup plus saines. Alors que les hommes qui sont très masculins, ils vont être vraiment que avec cette énergie masculine et c'est ce que j'avais avant ma rupture et du coup, j'ai récupéré cette énergie, féminine à travers mon couple. Donc je devenais complet dans ces énergies-là, dans mon couple et pour moi, c'est ma croyance que chaque homme devrait apprendre à, manifester son énergie masculine et féminine, parce que sans ça, il est pas complet. Parce que comme tu as dit, pleurer, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, j'ai longtemps eu du mal et je l'ai vécu une seule larme d'un homme, c'est énorme et ouais, parce que vraiment je m'empêchais de pleurer, surtout en public. Mais tu t'empêches tellement de pleurer en public que, tu t'empêches aussi de pleurer en privé. Moi, je sais qu'il y a ouais, moi, il y a des films, il y a des choses particulières qui font que je vais pleurer plus facilement. Mais voilà, j'ai jamais été jusqu'à pleurer devant un film, alors que j'avais vraiment des sensations très fortes. Mais juste, ouais, c'est très difficile pour moi de pleurer, même encore maintenant et j'y fais beaucoup de travail, et je pense que cette notion aussi de parce qu'en fait, moi, j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à pleurer, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, je vais être très fort, je vais faire les choses par moi-même et en fait, dans ma vision, quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui demande de l'aide un peu. Et aussi parce que, quand tu pleures, les gens autour de toi, ils vont vouloir t'aider. Moi, je veux pas qu'on me propose cette aide, je veux pas qu'on m'aide, et c'est pour ça que je me refuse de pleurer, heu et parce que, ouais, il y a aussi toute la croyance de, pleurer, ça fait être faible. Moi, pas tant que ça. C'est pas encore intégré complètement, mais pour moi, quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un de très courageux parce que je vais l'admirer, parce que je sais que moi, tout simplement, je serais pas capable de pleurer comme il fait et donc, il a beaucoup de courage pour ça et je l'admire pour ça. C'est bien du coup que tu, on va dire, comprennes, en même ça se voit que tu es un peu perdu sur le sujet, mais en même temps que tu essaies de découvrir, c'est ça qui est cool. Non, mais c'est sympa parce que du coup, à travers tout ton discours, tu pourras surtout le réécouter pour toi, c'est très important dans le sens où tu vois à quel point tu as quand même beaucoup de croyances limitantes. En même temps, des croyances limitantes où tu as commencé à travailler dessus, mais en fait, tu pas trop travaillé. Donc c'est sympa de savoir que à travers ton propre discours, tu essaies d'avancer et en même temps, tu as quand même des croyances limitantes à cause de toi-même et aussi à cause de la société. Et en moi, le premier truc par rapport à tout ça, c'est vrai que j'ai réussi à séparer qu'est-ce que c'est d'abord un homme, et le fait de pleurer par rapport à la société, par rapport à moi, par rapport à mes parents, par rapport à mes sœurs, par rapport à mes grands-parents. Enfin, tu vois, j'ai essayé de séparer tout ça, de me dire quel est l'argument, quel est ce qui me correspond le plus. Et tu vois, ce qui te correspond le plus, c'est ta propre vision, tes propres croyances, tes belles croyances, pas tes croyances limitantes, tes belles croyances par rapport à c'est quoi un homme qui pleure. Et c'est vrai que comme toi, hein, j'ai eu du mal au début, alors que moi j'ai toujours été quelqu'un qui pleurait en privé, j'avais forcément pleuré en truc, quelqu'un qui a beaucoup pleuré en privé, je me suis jamais donné, je me suis jamais empêché. Mais par rapport à ça, c'est vrai que j'avais en travers de la gorge de me dire, waouh, t'es un homme qui pleure parce que t'étais en dépendance affective d'un autre homme. Et en fait, tout ce cheminement qui a l'air très simple, mais en fait, à l'intérieur, t'es en mode, j'avais ma croyance libérée, on va dire, de pleurer, mais ma croyance limitante par rapport à la société sur le fait qu'un homme ne peut pas être en dépendance affective, ou, ne pas ou aucun homme ne peut pas subir de violence en lui-même, ça bloquait cette croyance déjà libérée, en fait, tu vois. Donc moi-même, j'ai dû retravailler dès le début de me dire, tu peux pleurer, tu peux faire ce que tu veux. Ensuite, tu peux être un homme qui subit de la violence, quelconque soit-elle. Et ensuite, du coup, ça a libéré tout ce tunnel vers le fait de pouvoir pleurer en public, c'est-à-dire auprès de mes proches, ou pleurer tout seul. Et c'est vrai que si tu te réprimandes à droite, tu te réprimanderas à gauche, point. Parce que malheureusement, ce sera toujours un échange d'énergie. Je demande pas à ce que, si tu peux pleurer devant tes parents, tu peux pleurer tout seul, ou inversement. Non, je dis juste qu'il faut savoir vivre ses émotions au bon moment, et il faut savoir que si tu te réprimandes de pleurer face à quelqu'un, eh ben, tu te réprimanderas d'être heureux, tu te réprimanderas d'être en colère, tu te réprimanderas de la communication, tu réprimanderas du coup de la sincérité. Et c'est là où tu as l'impression que ta relation avec toi-même, elle joue que avec toi. Mais alors que c'est totalement faux. La relation que tu as avec toi, elle joue aussi sur les relations que tu as avec les autres. Pourquoi? Parce que si tu es sincère avec toi, tu seras sincère avec les autres. L'énergie que tu donnes à toi, tu la donneras aux autres. Et c'est vrai qu'on a trop l'importance, on a trop cette vision de la vie où il faut mettre dans les cases. Pleurer, c'est pleurer, rire, c'est rire. On va dire être triste, c'est triste. Non, parce que si tu arrives à débloquer toute cette chaîne d'émotions, donc comme tu as parlé tout à l'heure d'émotions hautes ou basses, donc c'est avec les taux vibratoires qu'en spirituel on dit surtout, si tu arrives à libérer toutes ces vibrations, n'importe soit leur palier, et ben tu vois que tu seras à 100% sincère avec quelqu'un. Mais pas parce que tu pleures devant elle, mais parce que tu te connais tellement à l'intérieur que tu t'autoriseras à encore plus te livrer, à encore plus communiquer. Mais ça, c'est quelque chose sur le factuel maintenant, c'est du non visible.
C'est que maintenant, je peux pas t'affirmer: «Oh, tout de suite, maintenant, je suis sincère avec toi parce que hier, je me suis pas empêché de pleurer». Non, ça se fait sur du long terme et c'est là où, encore une fois, le mindset est très intéressant et très, comment dire? Qualitatif. C'est que ce que tu fais aujourd'hui, tu as pas les preuves que ça aura des conséquences demain. Mais par contre, dans 10 ans, frérot, tu auras des preuves, t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que tu verras que tu seras un homme ou une femme ou yel totalement transformé. Pourquoi? Parce que tu aurais pris cette petite décision de se dire: «Waouh, je me donne l'opportunité d'être un vrai humain, d'être le vrai homme, la vraie femme, la vraie identification que tu veux aujourd'hui, parce que je l'ai décidé et que c'est mon vrai moi qui parle». C'est pas mon ego, c'est pas juste la personne que je suis maintenant, c'est le moi supérieur qui prend le dessus en mode: «Waouh, c'est vraiment ce que tu es» et c'est sympa du coup que tu travailles ça parce que c'est très important de savoir que les petites choses qu'on fait aujourd'hui, ça sera les grosses conséquences très jolies de demain et moi j'adore faire ça. Pourquoi? Parce que on travaille sur l'inconnu, des développement professionnel, on le voit pas. C'est pas comme le sport, la salle de sport où tu pousses et tu vois les muscles gonfler. Non, parce que le cerveau, ça se gonfle, mais à l'intérieur. OK, on n'a même pas la tête qui explose, t'imagines? Donc le cerveau grandit, mais on n'a pas le crâne qui explose. Donc c'est vrai qu'on n'a pas on va dire de preuves physiques. Et du coup, ça, faut avoir de la hargne, il faut s'aimer à 100% pour pouvoir faire ça parce qu'on travaille du non touchable, quoi, du non visible. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette hargne au fond de toi de se dire tout a un prix, tout a un prix en fait. Donc si je veux ne pas en payer les coups de main, c'est-à-dire de savoir communiquer, d'avoir une belle relation avec tous les gens qui m'entourent, ben, je dois commencer à communiquer maintenant. C'est les prix que tu payes demain et les prix sont super beaux à payer, quoi. Que quand tu décides de vraiment payer de beaux prix, quoi. Sinon, tu payes le prix, mais version mauvaise version, quoi. Ouais, et du coup, toi aussi, de ce que je crois comprendre, c'est que tu as cette croyance aussi que bah, tout homme devrait accepter son énergie masculine, tout homme, bah, déjà accepter ses émotions. Parce que, ouais, aussi, on va voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu associes pour toi à une énergie masculine et qu'est-ce que tu associes à une énergie féminine. Sachant que je pense que les émotions, c'est assez clairement dans l'énergie féminine. Globalement, on a tous des émotions, mais le masculin, il va être plutôt dans le rationnel de la logique. Il va plutôt avoir tendance à enfermer ses émotions alors que bah, la femme les vit beaucoup plus et ça on le voit assez. Mais voilà, je vais te laisser présenter ta vision. Bah, je pense que toi, du coup, c'est là où tu as une croyance limitante, je suppose. Et je pense que tu as une vision des énergies masculines et féminines très basée sur la société. Et moi, du coup, j'aborde ça. Après, c'est ton avis, encore une fois, c'est complètement une critique. Mais moi, j'ai un point de vue des énergies masculines et féminines, excuse-moi, spirituellement parlant. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec les émotions, ça n'a rien à voir avec le fait d'être quelqu'un, ça n'a rien à voir avec un sexe aussi. Alors, les énergies féminines et masculines, c'est des énergies. Point. Les énergies, ça n'a pas de sexe, les énergies, ça n'a pas d'état, les énergies, c'est un flux, ça va, ça vient. Et en fait, ces énergies, premièrement, masculines. Alors, c'est là que des fois qu'on parle du dark féminine énergie et dark masculine énergie. On va dire les énergies masculines pour commencer, c'est les énergies d'action. Donc c'est quelqu'un qui est actif, encore une fois, ce n'est pas un sexe, hein, c'est vraiment un état d'être. Donc les énergies masculines, c'est quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un du coup qui prend les devants, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui a une direction et qui commence à courir. C'est quelqu'un qui prend la charge des responsabilités, c'est quelqu'un qui prend les devants. Et donc ça, c'est les énergies masculines. Ensuite, on switch au niveau des énergies féminines. Et les énergies féminines, c'est quelqu'un qui a une forte estime de soi, c'est quelqu'un qui est dans la passivité, mais pas dans la passivité toxique, c'est-à-dire j'attends et je fais rien. Les énergies féminines, c'est de la passivité utilitaire, c'est-à-dire que c'est de la passivité où tu sais que tout viendra à toi. Tu vois? Et en fait, donc tu as ces 2 énergies, donc totalement du coup distinctes, qui sont aussi la loi des polarités dans l'univers, c'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Et en fait, ces énergies, homme ou femme en fonction de ce que vous représentez dans le sexe, en fait, on est capable de switcher entre ces 2 énergies, tu vois? Donc c'est-à-dire, moi, c'est comme ça que je représente, c'est que c'est pas du tout des émotions, c'est vraiment des énergies. Et donc il y a des jours où moi, je sais que quand je vais commencer à manifester, à vouloir, prendre les devants, par exemple, là, au fait qu'on fasse un podcast alors qu'on se connaît pas, là, c'est prendre les devants, là, c'est accepter le challenge. Ça, c'est être dans les énergies masculines. Tu es dans l'action. Alors que quand tu es des énergies féminines, donc plus dans l'attente, dans la passivité vraiment non toxique, et vraiment en mode tout est sur sa voie, j'ai juste à chill, pour moi, c'est les moments où vraiment, comme je viens de dire, c'est où tu chill. C'est là où tu prends pas du tout la tête. Tu sais que tu n'as pas besoin de prendre d'action aujourd'hui, maintenant, dans l'heure qui vient. Pourquoi? Parce que tu es dans tes énergies féminines, c'est-à-dire tout vient à toi, à point nommé. Donc tu chill. Et c'est là où je prends le plus soin de moi, du coup, dans les énergies féminines. Mais du coup, c'est bien. Bon, moi, en tout cas, spirituellement, c'est comme ça qu'on départage. Après, à toi de dire aussi ton avis du coup sur les énergies, mais ça serait intéressant du coup de voir les ressemblances et les différences. Ouais, et bah, du coup, en termes d'action, on est assez proche parce que voilà, l'homme, bon, c'est clairement l'homme, l'énergie masculine qui a plus tendance, et vraiment, parce que je dis l'homme, mais c'est une erreur, hein, je devrais dire énergie masculine, surtout que bah, comme ce que j'ai dit, déjà, je l'ai déjà abordé,
l'énergie masculine est plus présente dans la société. Du coup, même les femmes auront une part d'énergie masculine qui sera un peu plus faible, parce que voilà, parce qu'elle le récupère dans la société, dans l'éducation. Donc voilà, si jamais je dis homme, ça sera vraiment énergie masculine. Et ouais, donc voilà, plus l'action, mais aussi sur la réflexion, sur l'aspect logique, clairement la science, pour moi c'est clairement masculin, hein, c'est la société qui met ça en avant. Donc voilà, il va vouloir mettre des choses dans des cases pour les comprendre, il va vouloir essayer de plus en plus général, bah, voilà, toujours avec les cases, agir. Euh, la femme, à l'inverse, ça va être plus dans l'irrationnel. Et quand je parle d'irrationnel, je parle de... Elle va prendre ses décisions plutôt par rapport à un ressenti que par rapport à juste une réflexion. Et vu qu'elle prend ses décisions par rapport à un ressenti, elle va comprendre plus les différences entre les gens. Elle va avoir un comportement qui va plus prendre qui elle a en face d'elle. Alors que par exemple, un homme aurait en face de lui, par exemple, imagine moi je te croise toi, si je suis juste dans mon énergie masculine, je vais avoir en face de moi quelqu'un qui fait une école de commerce ou quelqu'un qui fait des TikTok. Voilà, je te mets dans une case. Alors qu'une femme aura plus en face d'elle, elle aura Guillaume, enfin elle te verra une énergie, elle arrivera pas forcément à décrire qui t'es, mais elle va pas te considérer comme juste elle considérera comme quelqu'un à part entière. Voilà, cette notion-là. Et du coup, là, l'énergie, et du coup, un peu plus, on écoute avec soi-même, fatalement, quand tu écoutes des énergies, quand tu écoutes un ressenti, tu écoutes le sien. Et après ça, voilà, pour moi, je relie pas mal ça avec le MBTI, qui est pour moi une notion importante, où tu as ces notions de prendre l'information et ces fonctions, on appelle ça des fonctions cognitives, ressenti axé d'abord sur soi ou un ressenti axé vers l'autre en fonction principale. Bon, voilà, c'est des choses que j'aime bien. Je mets une petite parenthèse sur la MBTI, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Même si c'est pas vraiment du MBTI, c'est plutôt les fonctions cognitives de Jung. Mais voilà, c'est une notion que j'aime. Ok, non, je comprends bien. C'est voilà, là, je partage pas forcément l'opinion que tu as sur les énergies, mais c'est vrai qu'il y a très important on n'est même pas là pour débattre, on est là juste pour donner notre avis. C'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui construit tes croyances à toi, qu'est-ce qui construit mes croyances à moi. Et c'est vrai qu'on voit que toi, tu as plus un parcours développement personnel pur et dur. C'est vrai que tu es plus attaché à ce que tu as vécu dans ton background. Et c'est là où je pense que autant à toi qu'à moi, faut pas tendre le bâton pour nous battre en fonction de nos croyances. Pourquoi? Parce que c'est en fonction de nos croyances. Donc toi, tu as plus côté humain, développement personnel, avec ça sent que c'est ancré, enfin, que tes croyances sont ancrées par rapport à ce que tu as vécu. Et du coup, c'est pour ça que t'as ces dires, on va dire. Et moi, ça se voit que j'ai mes dires aussi. Pourquoi? Parce que j'attache ça surtout à mon spirituel. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir deux points de vue très différents et que les deux sont à accepter aussi. C'est que jamais un de nous va critiquer la vie de l'autre sur les énergies ou sur autre chose en général, parce qu'en fait, c'est ce qui crée la personne qu'on est maintenant. Et si tous les deux, on est capable, toi et moi, de discuter de ça, c'est qu'on a un avis tellement fondé et on sait que c'est notre propre vérité. Bon, que ça peut changer, certes, mais que ça ne nous titille pas d'entendre quelqu'un qui entend une autre version parce qu'on est tellement fondé en mode, oh, bah, c'est pas grave s'il entend ça, moi je suis sûr de ce que je dis. Et c'est là où je trouve que c'est très important, et c'est là où ça crée les liens, c'est quand tu as confiance en toi et tu t'aimes un minimum et que tu aimes du coup les arguments que tu avances face à quelqu'un, tu seras jamais dérangé en fait par les arguments de quelqu'un d'autre. T'as beau être le seul contre toute la terre, si tu es sûr de tes arguments parce que c'est le vrai toi qui parle, bah ça, j'aime beaucoup qu'on puisse discuter ça avec des avis très différents. Et c'est très important de savoir au final qu'est-ce qui nous relie. Et c'est vrai que là, on voit ce qui nous relie à chaque fois. Premièrement, c'est notre vécu aussi. Mais au final, ce qui nous détache, c'est du coup, c'est plus le vécu personnel, le développement personnel de l'un. Alors que moi, c'est plus le développement spirituel. Donc c'est super intéressant. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'on peut faire une transition moi, sur du coup, la masculinité pure et dure. Je pense que c'est là où tu veux l'amener après le sujet pardon, de la masculinité toxique. Et c'est vrai que moi, premièrement, dans ma vie, la masculinité, elle a commencé à devenir toxique dès l'adolescence. En fait, je me suis fait harceler du coup à partir de mes 10 ans jusqu'à mes, franchement, sans se mentir, 18, 19, 19 ans. Et même 20 ans, hein, c'est vrai que sur le fait d'être un homme. Pourquoi? Parce que j'avais cette, entre guillemets, tendance, ou même maintenant une habitude, d'être dit comme efféminé hein, depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que les enfants de 10 ans, à ce moment-là de ma vie, en tout cas, ne comprenaient pas la différence entre le juste fait d'être heureux et le fait d'être efféminé, on va dire, en termes de la société. Moi-même, j'ai du mal à m'exprimer sur ça parce que j'ai encore du mal à comprendre, on va dire, les termes à dire, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que j'étais juste joyeux, quoi. On va pas se mentir, hein, de mes 10 ans mais jusqu'à maintenant, hein, sociétalement parlant, on va dire que je suis quelqu'un d'efféminé. Et moi, humainement, je vais juste dire que je suis quelqu'un de joyeux. Et c'est même pas pour contrer le fait, c'est que pour moi, c'est ma propre vérité. Donc ouais, j'étais harcelé pendant des longues années par rapport au fait d'être efféminé. Hein, et je pense que toute ma vie, j'en payerai les frais parce que je rencontrais toujours des personnes bloquées avec leur propre féminité. Hein. Et je mets un point clé sur le fait de dire que la féminité, pour moi, c'est quelque chose à accepter. Et là, je parle bien plus que des énergies. Donc, moi, je parle plus sur une attitude.
Là, clairement, je te rejoins sur, la féminité, même plus sur les énergies, mais là, sur la féminité en elle-même, c'est-à-dire ce qu'on peut rattacher, à un comportement féminin, hein, donc c'est totalement de la société que je parle là. Eh beh, c'est pour moi un homme viril, c'est un homme qui peut jouer de sa féminité. Je dis pas, que c'est un homme du coup, qui va mettre des robes dans la rue, du tout. Ça, chacun fait sa vie, je ne juge en aucun cas. Je parle de quelqu'un qui ça le dérange pas si on va le titiller sur le fait qu'il est un peu efféminé à ce moment-là. C'est un homme qui va en jouer. C'est des hommes qui vont faire des sketchs, des gens qui vont, pouvoir, parler de leur propre féminité, de la société bien sûr, donc prendre soin de soi et cetera. Donc c'est des trucs clichés, mais c'est bien aussi de se mettre en contexte qu'on vit dans une société, qu'il faut faire aussi avec la société. Donc là, je parle avec la société, mais c'est vrai que du coup, c'est un homme pour moi qui sait jouer avec cette féminité. Et ça, il n'y a rien de plus viril. Pourquoi? Parce que si c'est une personne qui accepte sa féminité, c'est une personne qui accepte sa masculinité aussi. Encore une fois, la loi des polarités. Donc, si tu acceptes l'un, tu acceptes l'autre aussi. Et du coup, je trouve ça très intéressant. Et je pense que toi, ça t'a construit dans. Et c'est là où tu as partagé ton expérience. Mais je pense que avec cette ancienne, cette ex, ça t'a permis de comprendre toi aussi l'importance d'avoir cette féminité au fond de toi, malgré qu'elle soit dure à ressortir. Et que c'était pas forcément un manque, mais c'était juste au fond de toi que tu l'as réprimandé, quoi. Ouais, parce que ouais, je pense que ce qu'il faut dire, rappeler clairement, c'est que c'est des polarités, et ça tu l'as bien dit, mais il faut aussi comprendre que, bah, sans la féminité, il y a pas de masculinité, parce que sans l'opposé, l'autre n'existe pas, hein. Donc voilà, clairement et je pense que, bah, moi surtout dans ma relation, je me suis assez rendu compte qu'en termes de comportement, bah, pareil dans la société, j'étais plus un comportement de femme, que ma copine. Parce qu'elle aimait le foot, parce qu'elle était plus dans l'action, parce qu'elle voilà, elle aimait bien me titiller sur certains points, me mettre dans des situations où c'est pas forcément agréable. Heu et toi, tu te retrouves un peu comme ça, un peu gêné et moi, j'aimais bien aussi parce que ça me permettait d'affronter des barrières. Mais voilà, je me suis rendu compte un peu, bah, de ces côtés-là et avant, ouais, bah, moi, j'étais très dans la masculinité sur l'aspect logique. C'était vraiment, bah, tout ce que tu as dit sur les vérités. Avant, moi, c'était en mode: «Il y a une seule vérité, c'est la science». Soit tu as la vérité, soit tu racontes n'importe quoi. Et ouais, ouais, mais c'est surtout, ouais, c'est très je trouve que c'est beaucoup ce qu'on nous enseigne et je trouve que c'est quelque chose d'atroce. Bon et ouais, bah, ce que tu disais sur les mots, je trouve que c'est super important parce que, voilà, on croit, tu dis: «C'est têtu». Pour moi, c'est pas spécialement être têtu parce que globalement, je suis très ouvert. Pour moi, c'est juste qu'on parle pas forcément de la même chose. Parce que globalement, il y a plein de mots, et les mots ont plein de sens. Pour moi, le pire des mots, c'est l'amour parce que tout le monde parle de l'amour, personne parle du même amour, hein. Et souvent les gens pensent que, bah, ils parlent de la même chose parce qu'ils utilisent le même mot. Non, non, c'est juste comme ça. Et ouais et ça se voit beaucoup, bah, quand on parlait. On a un ressenti, il y a des choses qui nous ont amenés à donner ce sens-là à ce mot-là. Moi, ma vision a beaucoup été influencée par plus que le développement personnel, par le MBTI et la pensée de Jung parce que, voilà, je suis très proche. Moi, c'est un peu mon guide, c'est comme ça. Et voilà, il faut comprendre qu'on a tous ces guides, qui vont nous aider, qui vont nous amener dans la vie. Heu et bon voilà, après cette notion de respecter toute chose et que voilà, moi j'avais pas dans la masculinité parce que justement je créais des cases, soit tu es dans la vérité, soit tu es pas dans la vérité et après, pour moi ça a été un shift énorme, bah, de comprendre que, en fait il y a plein de vérités, on a tous notre vérité personnelle et ça a été vraiment un grand truc, pour m'amener vers une énergie plus féminine mais sachant que, en termes de comportement, hem, ouais, c'est vrai que, il y avait, avant j'avais cette peur de, heu, on me disait plusieurs fois que j'étais gay, rapport à ma coupe de cheveux, tu vois? Et je prenais, bon, tu vois, où je voulais m'en défendre, où je le prenais assez mal. Pareil, j'avais des lentilles et les lentilles, des fois, elles me faisaient pleurer et quand on me disait: «Tu pleures», j'étais tout de suite en mode: «Non, non, je pleure pas, c'est mes lentilles», tu vois? En mode je voulais pas, alors qu'on s'en fout si jamais je pleurais, tu vois? Et ça, c'est des trucs et maintenant, genre, tu vois, genre, si jamais, il y a plein de trucs qu'on m'aurait dit avant, j'aurais tout de suite parti dans tous mes états. Maintenant, je m'en fous. Je sais ce que je suis. J'ai aucun doute. Tu peux me dire ce que tu veux, ça va pas remettre les choses en doute. Et voilà. Et il s'avère que moi, je suis hétéro. Bon, en vrai, j'en suis pas sûr à 100%, tu vois. Pour moi, on fixe des grandes limites sur il est hétéro, il est gay. Puis maintenant, il y a de plus en plus de cases qui se créent. Déjà, moi, ok, je suis attiré par les femmes, oui. Je sais que je suis attiré plus que par des femmes, par un comportement féminin. Et pour moi, c'est aussi ça mon développement personnel. Plus ça va, plus je précise ce par quoi je suis attiré. Je suis pas attiré par toutes les femmes de manière assez évidente. Je pourrais pas sortir avec toutes les femmes, je pourrais pas vivre avec toutes les femmes. Je commence à préciser ça. Et c'est des qualités qui sont purement masculines. Et même au niveau du corps, je suis plus attiré par les femmes. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui évolue et je trouve que c'est pas quelque chose d'aussi ancré. Je saurais pas dire si toute ma vie je serais hétéro. J'en serais incapable de dire ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ça. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Bah, du coup, en fait, je comprends que, du coup,
comment dire? Dans ma propre vie, du coup, moi, par rapport je reviens à cet harcèlement, du coup, cet harcèlement, moi, actuellement, je suis homosexuel, hein, je suis gay. Encore une fois, comme toi, je pense, malgré que j'ai une sexualité assumée et prouvée maintenant, à moi-même, bien sûr, je ne reste pas, fermé à ce que ça s'ouvre à d'autres horizons, on va pas se mentir. C'est que la vie, c'est très bien les choses, donc on verra très bien. Encore une fois, ça fait partie du développement personnel, ne pas s'imposer de limites. Mais c'est vrai que j'ai été, en tout cas, j'ai été entre guillemets, hétéro dans ma tête, jusqu'à mes 12 13 ans. Et c'est vrai que malgré, cet harcèlement qui a commencé à mes 10 ans et du coup qui avant l'homosexualité assumée que j'ai vraiment assumée à partir de mes 13 ans, donc de mes, 10 ans à mes, 13 ans, du coup, j'ai malgré mon harcèlement et ma féminité, on va dire, factuelle que je montrais, heu, je sortais quand même avec des filles. C'est vrai que c'est là où, pour moi, je pense que j'ai été très fort mentalement. C'est que malgré les dires, des autres, c'est-à-dire malgré les critiques, malgré, ce qu'on me faisait remarquer au quotidien, donc on me traitait de gay, qu'on me traitait en plus j'avais un problème avec mon poids, donc on me traitait de gros gay, mais dans les 2 sens, tu vois? Donc il y en a fait quoi à se prendre dans la gueule et du coup, non, je pense que, pendant quand même 2 3 ans, j'ai quand même, affronté la chose de me dire, c'est pas parce qu'ils disent que je suis gay, c'est pas parce qu'ils disent que je suis féminin que je peux pas m'empêcher, d'aimer une femme. Et c'est vrai que, bah, du coup, je suis quand même sorti avec des filles jusqu'à mes 12 13 ans, sans problème et sans que les filles aussi, intéressées par moi soient rejetées. C'est ça qui est important de dire aussi, hein. C'est là où moi, du coup, ça me rassure dans ma sexualité actuelle, c'est que j'ai beau être efféminé ou pas maintenant, je m'en fous, hein, mais dans le sens où je sais que dans tous les cas, il y a toujours si tu es là sur terre, c'est que tu es là aussi pour plaire à quelqu'un. Donc il y aura bien quelqu'un pour t'aimer, que tu sois féminé, que tu sois maquillé ou pas, homme ou pas, yel ou pas, bref. Ça qui est drôle, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour t'aimer, pour qui tu es. Mais plus tu es réellement toi-même, plus tu trouveras la personne qui t'aime réellement parce que tu t'assumeras vraiment. Et c'est vrai que c'est important pour moi, du coup, de laisser passer son vrai soi supérieur et de laisser, son corps et son esprit, divaguer sur ce que tu aimes réellement ou sur qui tu es réellement. Donc on a chacun des kinks, on a chacun des voilà, des façons d'aimer des choses, donc à travers le sexe ou à travers, des choses, comme, la drogue et cetera, ou à travers un truc. On a tous notre façon de vivre et donc c'est important de laisser passer, ces choses en soi. Bon, je ne banalise donc la drogue, hein, je dis juste que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des pratiques, on a tous des pratiques différentes, voilà ce que je veux dire, pardon. Et c'est bien de laisser sa voix intérieure, parler et de s'en libérer et de pas se mettre des croyances par rapport à des cases en mode: «Ah beh, je suis gay, donc je couche qu'avec des hommes, ah beh, je suis gay». Non, faites ce que vous voulez et ne laissez pas les autres influencer. Donc toi, c'est bien ce que tu as fait, c'est que malgré qu'on te disait ça, ça t'a pas impacté, mais ça se voit quand même que du coup, malheureusement, mais comme tout le monde, hein, ça tu as digéré ça, en tout cas les paroles des autres enfants qui t'avaient dit que tu pleurais, que tu avais une coupe de gay. Tu as quand même du coup formé à l'intérieur, pas des croyances factuelles que tu vois maintenant, mais en mode: «Ah, c'est peut-être pour ça que tu pleures, c'est peut-être pour ça que tu t'autorises encore moins de pleurer, peut-être pour ça que tu t'autorises d'être un peu moins féminin», tu vois? Donc malgré que les dires de quelqu'un ne t'a pas fondé une croyance, ça a peut-être juste consolidé une croyance. Et c'est pour ça que c'est important de savoir, le dire à l'oral comme tu as dit. C'est bien de savoir le déconstruire comme ça, quoi. Pendant un moment donné, ça me bloquait, et ouais, j'avais peur de faire telle chose parce que, on allait dire que je suis féminin, parce que ça allait créer telle croyance. Mais maintenant je suis complètement libéré de tout ça, et ouais, c'était, bah, après ouais, voilà, parce que bon, on parle justement de travail, de développement personnel, j'ai fait beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui m'ont amené à tout ça, beaucoup de réflexions sur, bah, qui je suis et pour moi, c'est super important de trouver qui tu parce que justement quand tu sais qui tu le fait que les gens te disent: «Bah, tu es ça», ça va pas t'impacter parce que toi tu le sais, tu as pas de doute et pour moi, c'est le doute, qui va créer, toutes les relations négatives. Bon, ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. On va peut-être clôturer. Je vais te poser la question du dernier invité, qui demandait: «C'est quoi pour toi la liberté?» La liberté sur, tout panel, sur tout point de vue. Ouais, vraiment de manière très, très vague. Comment tu vois la liberté et quelle importance elle a dans ta vie? Alors moi, je veux juste aborder du coup, comme on parle de vraiment de soi-même, très égocentrique, hein. On va parler de soi-même encore une fois, je vais parler de moi. Non, la liberté pour moi, ça a été du coup, premièrement, la liberté de choisir en fait. C'était, je vois que jusqu'à maintenant, l'importance de la liberté, ça a été le choix. C'était: «Est-ce que je peux choisir?» Et je pense que, faut comprendre la chance qu'on a de choisir des fois. Des fois, on n'a pas de choix malheureusement. Quand on subit des traumas, quand on subit des choses, on n'a pas forcément le choix. C'est que la vie a fait que bon, voilà. Mais j'ai le choix et c'est ça la liberté. Parce que malgré le trauma que j'ai reçu, malgré, ce qui vient de se passer, maintenant j'ai le choix de savoir comment je souhaite réagir pour devenir une personne meilleure. Et c'est ça qui base la liberté, au fond de mon cœur. C'est en dehors d'être, qui je suis, c'est vraiment de savoir comment maintenant je décide d'être, face aux événements qui arrivent, en fait. Et c'est vrai que j'ai pu changer, en fait. J'ai pu m'améliorer, j'ai pu devenir la personne que je désire réellement être au fond de moi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, j'ai eu la liberté de penser de comment je vais réagir à partir de maintenant. Quelles leçons je vais en faire?
quelle croyance je veux me créer, quelle croyance je veux déconstruire, quelle partie de mon éducation donnée par mes parents je souhaite conserver, quelle partie de mon éducation que mes parents m'ont donné que je souhaite ne plus continuer avec. Et c'est là où la liberté, c'est le choix. Premièrement, moi, dans ma vie, elle s'exprime par le choix. Et au final, tu te rends compte que même à travers mon discours, en fait, le choix, c'est de tout et de rien, en fait. Et c'est autant accepter de donner une pièce à quelqu'un dans la rue qui veut faire croire, et tu peux te faire, tu peux te dire que tu es quelqu'un de, du coup, de généreux. Ça, c'est un choix aussi, donner, pas donner. Et c'est aussi le choix de recevoir. Ça, c'est un choix aussi de recevoir. Quand quelqu'un te complimente et qu'il y a des gens, ils disent en mode, oh non, je suis pas beau, non, toi par contre, t'es trop belle. Ben, t'imagines, c'est même le choix de refuser les belles choses. Donc, être généreux aussi, ça fait partie d'un choix en fait. Tout est un choix en fait. Et juste le seul choix qu'on a, c'est de subir. Mais du coup, moi, où c'est important, c'est le choix, c'est de savoir comment et à quoi tu réagis après, quoi. Comment t'améliores. C'est super intéressant parce que, bah, c'est une très belle vision de la liberté et je pense que c'est important de voir ça parce que c'est un mot sur vraiment tout le monde aurait une définition différente et voir que ça, c'est ta vision à toi, c'est ça qui est important pour toi dans ta liberté, dans ta vie. Pour moi, c'est vraiment super important et beh, c'est une très, très belle vision. Et bah, maintenant, je vais te laisser poser, ta question à toi pour le prochain invité et comme tu as vu, c'est des questions qui peuvent être un peu déconcertantes, très, très larges, donc fais-toi plaisir. Non, c'est très déconcertant, c'est vrai, parce que du coup, on est pris au point, au point accompli, au fait accompli. Je dirais, quelle est l'importance qu'a notre propre personne. Non, comment dire, je vais essayer de la formuler un peu mieux. Quelle importance donc cet invité porte au regard qu'on a dans notre propre miroir. OK, OK, ouais, Donc, intéressant. je pense que peut déblater sur le physique, sur le mental, sur, ça peut parler aussi spirituel avec les mondes qu'il y a dedans. Donc voilà, Ah, j'aime beaucoup. Ah super, bah, pas merci. de Vraiment, souci. c'était un super épisode, très, très riche Bah, je suis et super bah, surtout content. pour ton partage vraiment, un partage super intéressant, impressionnant de tout ce que tu avais, tout ce que tu as donné comme ça de témoignages. C'est vraiment super et je pense que ceux qui vont t'écouter vont vraiment être beaucoup touchés, parce que, bah, tu parles du cœur et c'est vraiment magnifique. Donc, merci d'avoir partagé tout ça sur mon podcast. Non, merci à toi de m'avoir invité et la preuve que, quand l'un des 2 entre nous 2 parle avec le cœur, l'autre répond avec le cœur, en fait et après ça devient une synergie, entière alors qu'on est en digital, on n'est même pas en réel et pourtant on parle comme si on était en face et il y a rien de mieux et ça que j'aime avec, ma façon de fonctionner, c'est avec le cœur, quoi et en fait, avec le cœur, c'est là qu'on obtient tout ce qu'on désire et ce qu'on désire en premier, c'est le bonheur donc je suis content qu'on termine sur cette note, très positive. Donc, merci beaucoup.